Bienvenue sur le podcast de Nico, un podcast qui s'intéresse au parcours d'artistes de l'image, des photographes, des vidéastes et même tout type de prestataires. Le podcast de Nico, c'est un podcast à la cool basé sur l'humain, bienveillant et on en a bien besoin dans ce monde de fous. Dans cet épisode 11, je reçois une personne bien connue dans le milieu de la photo, une femme. Je vais te donner quelques indices pour faire durer le suspense. Elle a publié 2 livres chez Aérol, déjà ça calme. Elle a plusieurs formations, dont 3 sur Ampara. Vous devinez déjà ? Je continue, l'ambassadrice Nikon et Dreambooks, c'est Émilie Zangarelli. Salut Émilie, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Je débute toujours le podcast par la même question. Si tu les as vus, tu dois la connaître. Et puis comme c'est la 3e fois qu'on enregistre, maintenant tu la connais peut-être. Alors imagine que j'ai un petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page du dictionnaire à Émilie Zangarelli. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition ? Alors, pour me définir rapidement, moi j'ai tendance à beaucoup parler, alors c'est un vrai exercice, mais je pourrais dire que je suis photographe pour les familles. Donc je photographie des femmes enceintes, des nouveau-nés, des bébés, des enfants et aussi la famille dans sa globalité. Donc c'est vraiment mon domaine. Et aussi quelque chose qui est assez atypique, ce sont les photos subaquatiques, donc les photos sous l'eau. Oui. C'est ma spécialité également. Mmh. Est-ce que tu fais du mariage aussi ? Alors, je fais du mariage, pas beaucoup, puisque c'est les week-ends l'été quand il fait beau et que je ne veux pas sacrifier trop mes moments de famille, donc j'en fais très peu. C'est-à-dire que je vais prendre le luxe de choisir un peu mes clients et voilà. Et j'ai mis un tarif aussi qui est un peu dissuasif sur le mariage pour me garder ces temps-là. Mais peut-être que plus tard, quand mes enfants auront grandi, j'en ferai davantage. Ok. Et comment tu t'es spécialisée dans les séances photos de naissance et grossesse ? Cette spécialité, moi, elle est venue du fait d'être enceinte. J'étais enseignante pendant 10 ans à l'Éducation nationale, donc pas du tout dans la photo. Je n'étais pas prédestinée à faire ce métier. Et le fait de tomber enceinte, je voulais avoir des souvenirs de ma grossesse. Donc, j'ai cherché un professionnel sur Internet. J'ai eu un peu de mal à trouver. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est pas facile de trouver un spécialiste de la photo grossesse. Je suis tombée sur Amélie Soubrier, qui est d'ailleurs aujourd'hui présidente de la FFPMI. Donc, c'est assez drôle, le monde est tout petit. Et j'ai fait un shooting avec elle, avec une de mes sœurs qui était enceinte en même temps que moi. Et lors de ce shooting, je me suis vraiment dit, tiens, c'est un super métier. J'aimerais être à sa place, en fait. J'étais un peu subjuguée par Amélie, par le fait qu'elle photographie les femmes enceintes et tout. Mais j'étais pas du tout dans l'idée de pouvoir être photographe un jour, mais pas du tout, du tout. Voilà. Et à la naissance de mon fils, donc quelques mois après la séance photo grossesse, je suis allée voir une autre photographe, donc Magali Tinti, qui est spécialiste des photos naissance. C'est devenu une amie après ça, d'ailleurs. Et quand j'ai vu comment elle travaillait chez elle, elle avait un home studio et elle a photographié mon fils et j'ai trouvé tout merveilleux, quoi, les décors, son métier. Et on a beaucoup discuté et ça m'a donné l'idée de peut-être moi aussi faire des photos de bébés. Voilà, ça a démarré vraiment grâce aux autres photographes de moi en tant que cliente et de voir que pourquoi pas moi. Voilà. Mais sans prétention aucune. Ouais. Et combien de temps ça a duré la transition entre l'éducation nationale et te mettre à ton compte ? Alors en gros, moi j'ai été photographe, mon fils va avoir 10 ans bientôt, donc j'ai commencé quand il est né, après le shooting chez Magali, j'ai tout de suite voulu m'acheter un appareil photo, j'ai acheté des bouquins, et je me suis renseignée mais sans vouloir être professionnelle, je voulais juste déjà faire des photos. Et en 3-4 mois, je suis passée de l'autre côté à me dire, tiens, je pourrais peut-être en faire un métier en activité secondaire, sans avoir l'idée de faire ce métier à temps plein. C'était vraiment une passion que j'ai découverte à ce moment-là, pour la photo. La technique, même le côté créatif de ce style d'image. En naissance, les nouveau-nés, dans mon univers artistique, on s'amuse avec des accessoires, à l'endormir, à faire des positions. C'est ça qui m'a beaucoup attirée, qui m'a beaucoup plu. Donc, en quelques mois, j'ai créé mon statut. C'est simple, j'ai accouché en juillet. J'ai eu mon appareil photo en août. Et en novembre, je crée mon entreprise, mon auto-entreprise. D'accord. Donc, tu vois, c'était assez rapide quand même. Bien sûr. Ouais. Et au moment où j'ai eu mon fils, j'ai eu beaucoup de copines, aussi mes sœurs, qui ont eu des bébés autour de moi. Et ça m'a donné
La matière. l'opportunité voilà, c'est ça, de voir si en fait j'étais faite pour ça, de me rendre compte que je prenais beaucoup de plaisir à photographier les bébés des autres et du coup, voilà, la demande est arrivée assez rapidement. Et comment tu prépares une séance photo de grossesse? T'en fais plusieurs par jour ou comment ça se passe? Alors moi, dans ma façon de travailler, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre du temps avec chaque client. Donc je ne fais qu'un client par jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que je voulais faire dès les débuts. Mais ça demande, quand tu veux prendre ton temps et que tu veux pouvoir offrir à tes clients une expérience où il n'y a pas de stress. Ils ont un horaire, on convient d'un horaire d'arrivée. Mais s'ils ont une demi-heure, une heure de retard, pour moi, c'est pas un problème. Je les préviens bien à l'avance que ce que je veux, c'est qu'ils arrivent détendus. Je sais qu'avec un nouveau-né de quelques jours, on peut pas tout prévoir. La couche peut déborder au moment de partir de la maison. Le bébé, il peut vomir. Il peut y avoir le bébé qui a faim. L'allaitement, des fois, ça prend une demi-heure, une heure de donner le sein. Donc tout ça, je l'ai pris en compte et je me suis dit, bah tiens, moi, je veux pouvoir être accueillante, avoir des parents cool, pas stressés à leur arrivée, qui ne soient pas disputés dans la voiture juste avant d'arriver en disant on est en retard et tout. Donc j'ai calculé mes tarifs en me disant, tiens, moi, s'ils ont une heure de plus, une heure de moins, ça change rien. J'ai anticipé le fait que le shooting puisse durer 4 heures et qu'ils soient arrivés avec une heure de retard. Donc voilà. Je sais plus quelle était la question de départ, mais C'est comment tu prépares une séance photo? ouais. La préparation, donc, elle se fait déjà dans la communication avec mes clients avant le shooting pour bien leur expliquer le contexte, les mettre à l'aise. En fait, c'est ça le secret pour moi, c'est de réussir à créer un lien avec eux où ils se sentent hyper confort. Voilà. Si tu réussis à mettre les parents dans une bulle de confort, du coup, tu réussis ton shooting. Parce que toi, t'es déstressé aussi. De se sentir calme à l'intérieur, je mets souvent de la musique à l'accueil des clients, avec du Norah Jones ou des playlists comme ça, très calmes. Ça crée une belle ambiance. Et c'est important pour les shootings naissance, grossesse. Et en question un peu plus philosophique, outre le fait de garder des souvenirs, d'avoir quelque chose en main, qu'est-ce que tu penses que ça apporte une séance photo chez toi? Alors, le souvenir, comme tu dis, pour moi, c'est un élément très important. C'est créer un patrimoine familial. La photo de grossesse ou la photo du bébé, c'est pour l'enfant. Quand il va grandir, lui dire, tiens, tu étais dans le ventre de maman à ce moment-là, ou à la naissance, tu étais tout petit. Voilà, on a pris un temps pour garder ce souvenir-là. Donc, c'est un vrai trésor de famille. Je trouve que c'est vraiment ma principale motivation de faire ce type de prestat. Après, il y a aussi le côté un peu thérapeutique, sans prétendre que je ne suis pas thérapeute, je suis pas psychologue ou quoi, mais je sais que les femmes qui viennent par exemple enceintes au studio ont besoin, ont envie de se trouver belles. Et la grossesse étant quelque chose de très traumatisant pour certaines femmes, de voir son corps évoluer, changer aussi vite et de façon que tu ne contrôles pas, ça fait du bien de se dire, même enceinte, je peux me trouver belle, jolie et tout. Donc, j'ai un créneau qui est de sublimer la femme enceinte. L'idée, c'est vraiment d'avoir des images qui mettent en valeur. Je suis pas dans un créneau d'authenticité, de témoignage, de neutralité ou quoi. Je suis vraiment dans le côté, je vais te proposer une image où tu vas te sentir vraiment mise en valeur. Et c'est ça que j'aime bien faire. Et pourtant, au quotidien, elles sont femmes enceintes avec leur legging. Voilà, c'est Madame Tout-le-Monde. Mais devenir, le temps d'une séance photo, la jolie femme qu'on a envie d'être, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est vraiment qu'elles aient confiance en elles, l'effet waouh, quoi. Voilà, alors on peut gagner confiance en soi en acceptant comme on est au quotidien. Mais là, c'est plutôt l'idée de se faire plaisir avec une petite parenthèse du quotidien. Et de se trouver comme la une d'un magazine, voilà, maquillée, coiffée, habillée, avec un beau stylisme et tout, et se mettre en valeur au maximum. Et ça, ces souvenirs-là, pour moi, l'idée, c'est qu'elles puissent repartir avec un tableau d'elles, comme une toile d'artiste, enfin, vraiment quelque chose d'unique. Ouais, parce que là, je vois que tu as des belles robes derrière toi, et on les voit sur tes Voilà. photos de toute façon, donc tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi, je suis assez fan de mode. J'ai pas mal d'accessoires, que ce soit pour la naissance, les bébés, les femmes enceintes ou autres. Et c'est vrai que j'ai au studio un gros dressing avec des robes de haute couture, des robes de tout style en fait, pour pouvoir
prêter à mes modèles les tenues. Et j'ai créé avec une de mes sœurs, qui adore la couture, une marque, l'Atelier Zangarelli, qui me permet en fait de créer mes propres tenues pour les shootings. Quand j'ai une idée d'une robe avec voilage ou quoi, on achète le tissu, ma sœur fabrique la tenue et puis je peux l'utiliser en shooting. Voilà. Et quand on a des chutes de tissu, on en a un peu plus, on peut revendre certaines pièces, mais ce sont des créations uniques. C'est vraiment pas à la chaîne, quoi. On a quelques pièces de chaque modèle et je commercialise même pas vraiment les robes. Ça se vend quand je fais des formations aux personnes qui viennent au studio, qui voient la tenue, qui me disent ah, tu l'as acheté où? Ah bah je peux te la vendre, c'est moi qui fabrique. Mais voilà, je suis pas dans une démarche de vendre des tenues. T'as pas de boutique en ligne avec les créations? Alors sur mon site, j'ai un onglet boutique où il y a les créations disponibles, mais c'est même pas vraiment mis à jour. Et voilà, c'est parce que ça nous a plu de faire ça avec ma sœur, mais c'est sans prétention. C'est vraiment pour, on va dire, amortir plus l'achat du tissu que j'ai pour mes choix et tout. Et quand tu photographies un nouveau-né, c'est quoi le plus compliqué? Le plus gros défi, c'est quoi? Pour la naissance, le plus gros défi, c'est plus de gérer les parents que de gérer le nouveau-né. Moi, je trouve que les parents peuvent avoir des inquiétudes légitimes, hein, c'est leur petit trésor. Souvent, quand on est jeune parent, on pense que le bébé est très fragile et du coup, on a ces appréhensions-là. Donc, si on arrive à se mettre les parents dans la poche, dans le sens où ils se sentent en confiance et ils se disent c'est une vraie professionnelle, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise ses gestes, il y a la sécurité, il y a l'hygiène. Tout ça fait que le shooting va bien se passer. Après, il y a le posing, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Mais le plus important, c'est de mettre en confiance les parents avec un bon climat, en communiquant toujours à l'avance sur ce que vous allez faire. Moi, je verbalise énormément quand je manipule le nouveau-né. J'explique tout ce que je vais faire. On va s'installer là parce que j'ai mis le chauffage pour que le bébé soit bien. J'ai installé cette table, c'est solide. J'explique tout. Vraiment pour les rassurer, ouais. Et puis quand je regarde derrière toi aussi, je vois que c'est quelque chose d'assez cocooning, d'assez chaleureux, donc je pense qu'ils se sentent à l'aise aussi. C'était le but du studio? Exactement. Moi, quand j'ai acheté ce studio, c'était un espace très grand, ouvert, avec aucune pièce. C'est vraiment un grand espace. Ça fait 150 mètres carrés, tout ouvert. Donc, j'ai voulu créer des espaces avec des meubles comme à la maison. Donc, j'ai beaucoup de bois, les éclairages sont assez jaunes, etc. Tout est réfléchi pour créer une sorte de petit intérieur comme à la maison avec voilà, un côté sympa, cocooning. Et du coup, tu as une piscine pour faire tes photos sous l'eau au studio ou... J'aimerais bien. Ce serait génial d'avoir une piscine. Il y a un terrain à côté, j'envisage, non, je plaisante, mais c'est ça, la piscine pour les shootings aquatiques, c'est un peu le plus compliqué. C'est qu'il faut trouver l'endroit où aller faire ses photos. Et du coup, tu l'as fait, comment tu as commencé? Alors, comment ça t'est c'est venu cette idée arrivé en fait, de faire des photos sous l'eau? avec une cliente en fait. À mes débuts, quand j'ai commencé la photo grossesse, j'ai une cliente qui est arrivée avec une image d'une femme sous l'eau enceinte. C'est une image d'un photographe américain, donc j'ai plus la ref. Mais la femme avait des talons, elle était sous l'eau avec une chaise et je trouvais la photo très belle. On s'est dit avec cette cliente, pourquoi pas essayer. Je lui ai rien promis. J'ai dit moi j'ai jamais fait ça, on va essayer. On a trouvé l'idée d'aller à l'Aqua Boulevard à Paris un dimanche matin à l'ouverture. C'est la seule piscine qui m'autorisait de venir avec un appareil photo et sans bonnet de bain. Donc voilà, on y est allé, c'était assez drôle, c'était un peu la cata le résultat. Et suite à cette séance-là, cette première séance, j'ai voulu vraiment comprendre comment faire techniquement quelque chose de propre. Donc je me suis renseignée, j'ai acheté des bouquins, voilà, j'ai été sur des forums. Enfin, je cherchais l'info, c'était pas facile à trouver. Et petit à petit, en 10 ans, ça s'est développé. Elles sont très belles les photos. Tu travailles avec quoi d'ailleurs? Alors en aquatique, je suis équipée avec Ikelite. Ce sont des caissons étanches. Donc j'en ai pour chaque boîtier. En fait, le caisson est adapté à un boîtier. Vous devez acheter le caisson qui est compatible avec votre boîtier. Et il y a différentes marques. Donc moi, la marque Ikelite, c'est celle que j'ai depuis toujours, depuis 10 ans. Mais récemment, j'ai travaillé avec un caisson Nauticam, qui est une marque vraiment avec une qualité au-dessus. Et j'aimerais m'acheter le caisson Nauticam, mais qui coûte une fortune. Donc pour l'instant, c'est à budgéter. Combien ça coûte? Je pense qu'il est autour de 5-6 000 euros, je sais plus. Peut-être que je dis une bêtise, faut regarder. Mais j'avais été voir sur le site de Photos d'Enfer et je m'étais dit pas tout de suite, parce que mes caissons Ikelite fonctionnent très bien.
Donc, c'est un peu du luxe d'investir là-dedans. Voilà. Mais c'est génial à utiliser parce que j'ai eu la chance d'avoir le prêt par Nikon du caisson Nauticam pour mon Z7 II et c'est hyper intuitif. Tu as accès à toutes tes commandes en fait. Alors que via le caisson Ikelite, tu n'as pas accès à tout. Voilà. C'est plus ergonomique. C'est vraiment top. C'était vraiment pensé pour ça, quoi. Le caisson Ikelite aussi, mais c'est juste quand tu vois la fabrication, c'est des matériaux plus résistants, c'est moins de la bidouille que le caisson Ikelite. Il est top, hein. Moi, je travaille avec depuis 10 ans, donc je dénigre pas du tout. C'est juste un confort d'utilisation. Ok. Et au studio, tu bosses avec quoi? Alors, au studio, moi, je suis 100% Nikon. Aujourd'hui, je travaille avec un Z7 II, donc un hybride. C'est un boîtier que j'ai eu à peu près 1 an et demi, ouais, je pense. Et avant, j'ai toujours été Nikon depuis mes débuts avec un D750. J'ai eu un D800 aussi. Et voilà, j'ai travaillé pour un temps avec Sigma à mes tout débuts. C'était plus, on va dire, au rapport qualité-prix, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, avec Nikon, je suis équipée 100% avec des focales de la gamme Z. Et c'est hyper qualitatif, quoi. Que des focales fixes? Alors, je n'ai que des focales fixes au studio. Mais j'ai eu la chance de tester pour le Salon de la photo l'année dernière toute la gamme Z. En fait, j'ai fait une conférence sur les optiques de la gamme Z. Donc, Nikon m'a prêté les 30 boîtiers, quoi. Et j'ai dû faire des photos avec chaque objectif pour les tester et puis pour faire mon compte rendu, on va dire. Et là, j'ai découvert les zooms parce que moi, j'avais jamais eu de zoom du tout. J'ai toujours travaillé en focale fixe pour la luminosité, parce que c'est ce que je connaissais et je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et en utilisant par exemple le 70-200 en 2.8, je me suis rendu compte qu'avec cet objectif-là, je pouvais tout faire en mariage, parce que j'ai fait 2 mariages cet été avec. Et en fait, j'avais juste pas envie de changer. Je voulais rester avec ce truc-là. Et la qualité, elle est dingue. La lumière aussi. Donc le 24-70 là en studio, il serait parfait. Plutôt que d'avoir mon 28, mon 35, mon 50, mon 85, si j'utilisais le 24-70, je pense ça me ferait tout. Donc voilà. Et pareil, c'est un budget. Donc là, il faudrait revendre ce que j'ai, acheter celui-là. On verra. C'est dans les tuyaux. Donc c'est compliqué quand on me demande c'est quoi ton optique préférée. C'est le 85 mm 1.8. Voilà, 2.8 ou 1.8. Mais en tout cas, je pense que maintenant, je pourrais dire va sur la focale zoom parce que en fait, la qualité, elle y est. Et la luminosité aussi. Je suis en train de Depuis le passage à filmer l'hybride. avec un 70-200 2.8 et c'est parfait. C'est vrai que sur un mariage, comme tu dis, je l'enlève pas, en fait. Ouais. Et ça, j'ai découvert, moi, grâce à la conférence où on m'a demandé de tester, parce que sinon, de moi-même, j'y serais pas allée là-dedans. Je suis assez routinière, j'ai mes habitudes, voilà. Et j'avoue que ça m'a complètement fait changer d'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, j'étais focal fixe tout le temps. Et puis là, depuis que j'ai le 70-200, c'est vrai que alors, d'un côté, je dis que c'est un truc de feignant parce que t'as pas besoin de changer tes objectifs. Mais finalement, la qualité est tellement top. C'est un confort, en fait. C'est tout simplement un confort. Ouais. Ouais. Moi, j'étais surprise de la luminosité parce que voilà, les focales fixes, on se dit, on a le plus de lumière possible, c'est des ouvertures très grandes, etc. Mais non, franchement, il faut le tester. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au studio, en flash, tu utilises quoi? T'es plus lumière naturelle ou flash d'ailleurs? Alors, je mixte les deux. J'aime bien travailler en lumière artificielle. C'est pour ça que je voulais de la hauteur sous plafond sur mon studio parce que j'aime bien avoir plein de façonneurs et tout. Donc, je travaille en lumière artificielle, que ce soit naissance, grossesse ou les studios book, etc. Mais j'ai aussi des grandes fenêtres pour travailler en lumière naturelle. Pendant 5 ans, de mes débuts jusqu'à la 5e année, je faisais que de la lumière naturelle exclusivement. D'ailleurs, ma première formation sur MPara, elle est en lumière naturelle à 100% avec les bébés. Il y a plein d'avantages à travailler en lumière naturelle avec des bébés. Tu peux cliquer en rafale, etc., etc. Aujourd'hui, les flashs, ils ont évolué. Je sais que à l'époque, je disais mais en bébé, travailler en flash, c'est compliqué. Là, je travaille avec du Godox en flash. Je peux shooter en rafale sans problème avec mon AD400 Pro. Et en plus, j'ai des flashs qui sont sans fil. Donc, c'est le vrai avantage pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'encombrement. Je peux déplacer mon flash très facilement. Ils sont très puissants. Enfin, voilà,
Je saurais pas choisir entre les deux. J'aime les deux. J'aime bien varier. Donc, et sur un même shooting, je vais faire de la lumière naturelle, de la lumière artificielle. Ok. Et tu te déplaces aussi chez les gens pour faire des photos? Alors, c'est plus rare que j'aille à domicile. Je le faisais beaucoup à mes débuts. J'avais pas de studio. J'ai commencé, j'étais en appartement. Donc, j'allais à domicile forcément. C'était toute une organisation d'avoir des accessoires, tout ça. Aujourd'hui, quand je vais à domicile, c'est pour du lifestyle. Ça veut dire que j'emmène pas d'accessoires. On est sur des shootings un peu style reportage famille où je filme les gens dans leur quotidien. Ça, j'adore, vraiment. Par contre, je mets pas ça en avant dans ma communication parce que j'ai des enfants en bas âge. J'ai 3 enfants, donc 2 ans, 6 ans et 9 ans. Et j'ai pas envie d'être loin de la maison si jamais l'école m'appelle pour aller chercher un enfant qui a de la fièvre ou voilà, même dans mon quotidien, je les emmène à l'école, je vais les chercher. Je voulais être très près de la maison, donc mon studio est à 5 minutes. Et la clientèle à Paris, on peut vite mettre 1h30, 2 heures pour aller à l'opposé de Paris. Voilà, donc je mets pas ça en avant. Mais j'adore les photos à domicile chez les gens. C'est un style que j'aime beaucoup. Mais pour la praticité, j'en fais pas beaucoup. Quelle est selon toi la plus belle photo que tu aies faite? La plus belle photo que j'ai faite, alors c'est pas facile parce que je fais plein de styles différents, mais celle qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est celle de mon mari qui est sous l'eau. En fait, cette photo, elle fait partie de mes préférées parce que le contexte est assez rigolo. On était en vacances, j'avais amené mon caisson avec moi en pensant utiliser presque, j'étais près de la mer, donc tous les jours. Et au final, j'étais avec mon mari, mes enfants, j'ai pas du tout utilisé le caisson des vacances. Et vers la fin de la semaine, on est parti en bateau. Mon père a un petit bateau de plaisancier au port de Sifour-les-Plages. J'ai emmené le caisson ce jour-là avec nous. Et on a fait notre journée sur le bateau. Au moment de partir, je dis « Ah, attends, j'avais mon caisson, je veux vraiment l'utiliser et tout. » Et je dis à mon mari « Bah, va dans l'eau, on se fait une petite série. » Et là, je me rends compte que j'ai pas vidé ma carte mémoire, qu'il reste 2-3 clics maximum. Je suis en fin de carte, donc je supprime des photos et tout. Je lui dis « Bah, c'est pas grave, vas-y, plonge, on va voir ce que ça donne. » Et en fait, j'ai cliqué 2 fois. Et parmi ces 2 clics, il y a une photo que j'adore t'as l'impression que c'est hyper calculé, il y a les rayons du soleil, la pose est canon et tout, mais en fait, c'était un peu le hasard. Et donc, pour ça, ouais. Mais non, vraiment, il a plongé de l'eau et ça fait des petites bulles. Tu vois les rochers au fond de l'eau. C'est assez chouette comme image. Et bah, c'était un peu du hasard. Voilà. Donc, c'est ma photo. Et elle fait un bel effet. Tu as gagné plusieurs récompenses et concours et j'aimerais bien savoir où est-ce que tu vas chercher encore la motivation, l'inspiration finalement. L'inspiration, moi, simplement, je m'inspire beaucoup des autres photographes, surtout à l'étranger. Après, j'aime beaucoup la mode, donc dans les magazines aussi, j'aime bien les photos de mode. Un des photographes qui m'inspire énormément toujours et qui m'a fait aimer le noir et blanc, c'est Peter Lindbergh. Donc c'est un photographe très connu. J'ai ses livres au studio, j'adore son travail et il fait vraiment partie des choses qui m'inspirent. Après, il y a par exemple une photographe française, Félicia Cisco, qui est une photographe corse que j'ai rencontrée, qui est fabuleuse. Enfin, son travail, allez voir si vous ne connaissez pas. Elle fait des photos de mariage. Et de mode, notamment pour les robes de mariée, tout ça. Elle travaille en lumière naturelle et elle a un don pour faire ressortir la beauté chez les femmes, chez tout le monde, et aussi pour travailler vraiment la lumière. Ces photos sont lumineuses. Moi, je les trouve... je suis assez fan, voilà. Elle est très intelligente pour utiliser la lumière. Et il y avait une photo qu'elle a publiée d'une femme sur un lit avec un bébé dans les bras. Et cette image-là, en contre-jour un petit peu, m'a donné l'idée, par exemple, de faire les photos mère-enfant. Moi, dans mon catalogue pour mes clients, j'avais les photos de naissance, exactement. Les photos de naissance, les photos... il y en a une aussi où elle porte un bébé comme ça, mais je pense que ça fait partie de cette série-là. Et du coup, j'ai vraiment eu l'idée de faire des séries de photos mère-enfant grâce à cette image. Alors que c'est pas sa spécialité, par exemple. Mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est beau, une mère avec son bébé, pourquoi pas créer ça? Et voilà. Et après, il y a des photographes américaines. Lola Melanie fait partie des photographes que je suis beaucoup. Puis il y en a plein d'autres. Toi, tu fais des workshops aussi. Tu as fait des formations sur Ampara. Je crois que tu en as 3. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, moi, je donne des formations à mon studio. Ça, c'est parce que j'ai eu de la demande de photographes qui me suivent et qui voulaient apprendre à mes côtés. Donc, je fais des workshops sur la naissance, sur la grossesse, sur les enfants ou même le book.
book femme, book homme. Et j'ai mes formations en ligne sur mon site. J'ai un site de e-learning et Ampara m'a proposé 3 fois de créer des formations avec eux. Donc ça, c'est vraiment une petite histoire d'amour entre moi et Ampara parce qu'ils sont dans la même philosophie que moi. On s'entend vraiment bien là-dessus. Moi, j'aime beaucoup l'idée de démocratiser l'accès aux connaissances dans le monde de la photo et de proposer une offre de formation de qualité à un prix accessible. Et c'est vraiment le concept d'Ampara. C'est une vingtaine d'euros l'abonnement et tu as accès à un catalogue qui est très, très qualitatif. Ils ont des formateurs dans plein de domaines. Voilà, je leur fais leur pub dans le sens où, pour moi, déjà, j'ai appris la photo grâce à Objectif Photographe sur YouTube. C'est Xavier Navarro qui a sa chaîne et c'est comme ça que j'ai découvert comment utiliser mon boîtier. Donc quand quelques années plus tard, ils m'ont contacté par rapport à la photo bébé pour faire la première formation, j'étais hyper honorée et j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir à mon tour apporter mes connaissances sur ce domaine-là. Puis il n'y a pas cette prof qui joue aussi peut-être ce rôle. Complètement. Moi j'étais enseignante pendant 10 ans à l'Éducation nationale, donc j'ai cet état d'esprit de vouloir partager, de vouloir aussi tirer le meilleur de chacun en disant qu'on est tous perfectibles et que dans mon propre parcours, moi, en tant que photographe, déjà, on m'aurait dit « tu vas faire photographe », etc., j'y aurais pas cru. Donc voilà, de me dire que c'est possible, de montrer aux autres comment faire, par où passer, éviter les erreurs, etc. Si je peux aider à faire ça, je suis contente. Ouais, clairement. Ouais. Ça me construit, en fait, de former. Je pense que voilà, ça apporte aux autres, mais moi, ça m'apporte beaucoup. Ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. En tant que photographe, ça pourrait paraître, c'est pas méchant ce que je dis, mais ça peut paraître futile de faire des photos, alors qu'avant, j'enseignais à des enfants des connaissances. Tu vois, tu te dis, est-ce que vraiment je suis utile sur ce monde à faire des photos et tout? Mais en fait, oui. Déjà, j'apporte beaucoup, je pense, aux familles. Ce patrimoine un peu de souvenirs, c'est important. Et aussi, si je peux apporter à d'autres personnes de réussir leur reconversion vers la photo et tout, là, je suis super contente. Je sers à quelque chose. Parce que c'est comme le podcast ou la chaîne YouTube, c'est toujours pour partager finalement nos connaissances pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est vraiment le but de la chose. C'est ça. Là, tu vois, je développe la chaîne YouTube en ce moment. Alors, il y a quelques tutos et tout. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. On ne se rend pas compte pour faire une vidéo. Le tournage, le contenu, on le réfléchit, je l'écris, etc. Après, il faut le tourner. On s'y reprend 1000 fois pour faire une vidéo. Et il y a le montage derrière. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et il y a des gens autour de moi, dans mon entourage proche, ils me disent « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne te sert à rien. » Et je dis, en fait, déjà, ça me plaît. J'aime beaucoup parler, j'aime bien partager. Et je pense que ça peut servir. Et je ne sais pas ce que ça m'apportera dans le futur, mais je pense que tant que ça me plaît et que j'ai le temps de le faire, j'y vais. Et voilà, c'est exactement ça. On me dit la même chose, hein, t'inquiète pas. Voilà, mais le côté influenceuse, tu vois, sur les réseaux, moi, via Instagram, j'ai quand même une communauté qui me suit. Au démarrage, j'avais pas du tout la prétention de me dire que j'allais être suivie par des gens et que ça allait intéresser ou quoi. J'ai spontanément partagé ce qui me plaisait. Quand quelque chose, un boîtier, une marque, le CRM, photo studio ou quoi, me plaît, j'en parle. Parce que si ça peut intéresser des gens, tant mieux. Par contre, à l'inverse, je vais jamais critiquer du matériel ouvertement sur les réseaux. Même si moi, je peux me faire mes propres remarques ou quoi sur des choses, je vais pas aller dénigrer une marque. Ça, je le ferai jamais. Parce que je trouve que ça peut blesser. Il y a des gens derrière une marque et voilà. C'est pas quelque chose que je trouve correct. Oui, sur les forums, t'as des fois des gens qui ont la... Ouais, voilà, oui, exactement. Tout le monde est perfectible. C'est ça. Les forums, c'est compliqué, ouais. Voilà, critiquer pour critiquer, non. Par contre, on peut dire qu'on a une mauvaise expérience ou quoi, mais je suis plutôt du style à mettre des très bons avis Google qu'à aller dire quand ça va pas. Ouais. Il y en a qui se font plaisir là-dessus. Il y a une élève une fois qui m'a dit un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et j'ai trouvé la citation pas mal. Voilà, c'est vrai que je sais plus pourquoi on en vient à parler de ça, mais en gros, c'est important de partager autour de soi les choses qui fonctionnent. Ça, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi, en tout cas. Et sinon, tu as publié 2 livres chez iRoll. Est-ce que ça prend du temps déjà ? Alors ouais, l'écriture des livres, ça a été quelque chose... le premier, je n'imaginais pas en fait le temps que j'allais mettre. Et j'ai un petit souci d'organisation, j'avoue aussi. Je suis pas quelqu'un d'hyper
J'ai des difficultés à gérer mon temps. C'est peut-être le problème de tous les photographes. Mais du coup, j'avais pas anticipé une telle charge de travail et je me suis retrouvée à la fin de l'écriture du premier livre avec une date d'échéance et à m'enfermer dans ma chambre, plus manger, plus voir mes enfants, mon mari pour terminer le manuscrit en fait. Voilà, mais heureusement chez Erol, c'est une grosse équipe et ils sont hyper aidants sur tout ce qui est mise en page et tout. C'est eux qui gèrent. Moi, j'ai géré vraiment le fond du livre, le contenu, le propos. Et eux ont fait tout ce qui était mise en page. Donc, c'est un gros travail aussi. Voilà, et j'étais dans une belle équipe. Donc, j'ai vraiment eu de la chance de travailler avec Erol. Et le deuxième livre, c'était un peu moins compliqué. Je savais le temps que ça allait prendre. Mais ils ont avancé la date de sortie. Donc, pareil, je me suis retrouvée dans un petit rush à la fin. Voilà, le livre grossesse et le livre naissance, c'est vraiment mes 2 bébés. J'en suis très fière et si je devais faire un 3e livre, je dirais pas non, mais j'anticiperais vachement plus sur la charge de travail. Ouais, tu m'étonnes. Et ça se vend bien? Écoute, oui, le livre grossesse, c'est un vrai succès. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont demandé derrière de faire le livre naissance. Ça a dépassé largement ce qu'on pensait. Donc, ouais, c'est comme quoi aussi, c'est un marché qui se développe. La photographie grossesse et la photographie naissance, ce sont des niches et je pense que ça intéresse beaucoup de monde maintenant que ça s'est démocratisé via les réseaux sociaux, via la télé aussi un petit peu, les émissions d'influenceuses, les mamans célèbres, tout ça ont vachement partagé leur shooting et du coup ça a ouvert la voie à des nouvelles personnes de devenir photographes spécialistes grossesse-naissance. Et j'ai regardé un peu ton site web. Alors j'ai une question, pourquoi tu affiches tes tarifs sur ton site web? Parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, mais je sais que ça trie. Alors moi, c'est exactement pour ça, c'est que je pouvais avoir des fois des demandes via mon formulaire de contact et les gens étaient surpris du tarif. Donc je préfère être transparente, déjà pour qu'ils ne se disent pas... voilà, il y a plein de gens aussi qui ne voient pas les tarifs et qui me demandent quand même et qui sont des fois choqués du tarif. Sachant qu'aujourd'hui, tout est calculé, moi, par rapport à mes charges, à ce que je vais payer à l'URSSAF, etc. Quand on facture 2 000 €, il y a plus de la moitié qui part à l'État. Faut vraiment se rendre compte que c'est pas le même statut qu'auto-entrepreneur. Je suis en société, je paye de la TVA. Donc, je suis obligée pour être rentable d'avoir ces tarifs-là. Et j'ai la clientèle puisque ça m'empêche pas de vendre. Voilà, les gens sont conscients qu'il y a une offre qui est globale. Et quand j'accueille mon client, l'expérience client, elle doit être de A à Z parfaite. Donc, ça veut dire un gros temps de préparation, un gros temps beaucoup d'investissement de matériel. Comme je te disais tout à l'heure, les tenues, le dressing du studio, il s'agrandit d'année en année et avec des belles pièces. Quand tu achètes une robe presque 2 000 € que tu vas utiliser peut-être 7 fois dans l'année, il faut la rentabiliser. Voilà. Et pareil pour les objectifs, tout ça. La plupart de tes clients, ils viennent d'où? D'Instagram, de ton site web, de recommandations? Alors, c'est beaucoup le bouche à oreille. Ça dépend de quel type de clientèle. Tu as la clientèle du studio, en shooting. Là, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est-à-dire que je me suis fait un nom dans un petit microcosme parisien. Du coup, les gens, quand quelqu'un est enceinte ou va accoucher, mon nom sort. Il faut que tu ailles chez Émilie Zangarelli, c'est la photographe de référence, un petit peu dans la maternité et tout. Pour ma clientèle, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment le gros travail que j'ai fait pendant 10 ans, de me faire connaître dans ce monde-là. Et puis après, tout ce qui est formation, par contre, là, ça vient du réseau de photographie, de Mpara, de Instagram. Comme je disais tout à l'heure, les émissions de télé-réalité aussi m'ont donné de l'audience. Donc j'ai deux professions. J'ai le studio en tant que photographe et puis formatrice. Et la formation, c'est pas mal les réseaux, c'est beaucoup aussi le fait que je sois très active sur tout ce qui est événements photo. J'ai, depuis mes débuts, participé au repas GNPP, à l'époque, au repas entre photographes. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Apéro Photographe 77. Tu vois, je suis dedans et dès qu'il y a un repas qui s'organise, j'y allais. Enfin, un peu moins maintenant. J'ai 3 enfants, c'est compliqué. Mais j'étais toujours partante pour aller rencontrer des gens, aller dans les événements photos et tout. Donc à force, on se connaît tous, parce que c'est un microcosme. C'est comme une famille. Donc, Et qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil à une photographe qui veut je dis une photographe, mais c'est un photographe, peu importe, qui veut se lancer dans ce domaine? Le conseil, c'est d'être sûr d'avoir la patience.
Si tu veux vraiment te lancer dans ce métier-là, il y a une qualité à avoir, c'est d'être patient. Tu peux pas envisager d'être photographe nouveau-né, en tout cas, si t'es pas patient. Après, ouais, un conseil, c'est j'avais envie de dire de s'acharner. C'est pas facile. C'est pas, moi, j'aime pas dire en formation, allez, vas-y, lâche tout et fais ça, tu vas y arriver. C'est faux. Il y a énormément de photographes qui n'y arrivent pas au bout de 2-3 ans, qui reprennent un job de salarié ailleurs et qui arrêtent la photo. C'est quand même dommage. Et ce qui fait ça, c'est de savoir que ça va être difficile. De savoir que tu peux pas, en un an, développer une clientèle comme ça. Même si tu as du talent, il y a tellement de monde dans le marché de la photo qu'il va falloir s'accrocher. Il va falloir un peu se battre pour se faire connaître. Un conseil, c'est très difficile. Avant d'être photographe, on est entrepreneur. Et c'est ça le plus compliqué parce que tout le monde sait faire de la photo. On fait tous des belles photos. Mais pour durer dans le métier, c'est clair qu'il faut rien lâcher. Il faut vraiment se motiver et ouais, c'est compliqué, quoi. Je pense que vraiment le fait de s'acharner, quand je dis s'acharner, c'est pas un beau mot, mais persévérer. Le fait de pas lâcher l'affaire, même quand tu doutes. En fait, tout le monde doute. Il y a tous des hauts débats à n'importe quel moment et ça s'arrêtera jamais. Et voilà, de pas lâcher l'affaire, de se dire qu'il faut y croire et ça marche si on y croit, si on travaille dur. Voilà. Après, la photo ne suffit pas. Faire des belles photos, ça suffit pas, c'est clair. Il faut aussi se faire connaître. Et se faire connaître, ça veut dire travailler sa communication via son site internet, ses réseaux, sortir de sa zone de confort, bouger, rencontrer des gens, tout ça. Ouais. Moi, je parle de mon travail à tout le monde. Quand je vais à la boulangerie, c'est ce que je disais, quand je vais aux activités de mes enfants, que ce soit la gym, le tennis ou quoi, tout le monde sait que je suis photographe. Je me vends partout où je vais. Ça peut paraître lourd, mais pour m'ouvrir des portes, en fait. Donc ça, il faut avoir de l'audace et il faut savoir parler de soi, de son travail, se mettre en avant. C'est ça. T'es obligé. Si t'es trop timide et que t'aimes pas faire ça, ça va être compliqué. Ah oui, c'est clair. Ouais. Non, les clients, ils tombent pas du ciel, il faut en parler. C'est ça. Les clients, il faut aller les chercher. Qui tu recommanderais pour un futur épisode de podcast ? Alors, pour un futur épisode, quelqu'un qui aime parler, du coup. J'en connais plein, des gens intéressants qui pourraient apporter. T'as Marie-Astrid Agasse de Ama Conseil. C'est en fait, elle a un organisme de formation avec un catalogue de formateurs. Moi, j'en fais partie. Mais tu as vraiment une personne qui est solaire, dynamique, qui partage énormément. Elle est vraiment dans le partage. Donc, c'est quelqu'un qui est très intéressante à écouter. Moi, elle m'a appris beaucoup. Voilà, Marie-Astrid Agasse. Tu as aussi Anthony Hunks, je ne sais pas comment on prononce son nom, le patron de Photo Studio, que moi, j'ai rencontré en Belgique lors d'un événement. Et c'est un gars, sa femme est photographe, en fait. Donc, il a développé un logiciel pour sa femme. Et finalement, après, il l'a développé pour tout le monde. Et c'est un mec adorable qui est très intéressant aussi, qui connaît bien le monde de la photo, du coup. Et qui, je pense, vous pourriez bien vous entendre. Oui. Voilà, et quelqu'un d'autre. Il y a Magali, j'en ai parlé tout à l'heure, Magali Tinti, c'est une amie qui est elle est spécialiste de la naissance, grossesse et tout. On est très proches et en même temps, on n'a pas toujours les mêmes idées dans le monde de la photo. Donc c'est intéressant, tu vois, d'avoir des différents points de vue. Oui. Et voilà. Après, tu as plein d'autres. C'est beaucoup des femmes, hein, désolée. Il y a Thibaut Chape, c'est un homme, voilà, que j'aime beaucoup parce que Thibaut, en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois et on a fait une conférence ensemble au salon de la photo. On se ressemble énormément dans la façon de travailler, un peu hyperactifs tous les deux et tout. Je le trouve très très sympa et il est intéressant quand il parle. Oui. Voilà. Après, je peux continuer. Agnès Colombo, Amélie Soubrier. Ça, c'est des nanas qui partagent aussi beaucoup via les réseaux, qui m'ont inspirée à mes débuts énormément. Puis la liste, elle est longue. Donc. Ouais, ça marche. Écoute, Amy, on arrive à la fin du podcast. Merci pour cet échange super intéressant. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne aussi. On peut s'abonner au compte Instagram aussi. Et pour découvrir un peu les parcours de photographes comme Émilie, comme tous les autres que j'ai déjà reçus et que je vais recevoir, je te laisse saluer mon audience. Merci à tous d'avoir écouté le podcast et puis j'espère à bientôt, à d'autres occasions. Merci à tous. Ciao, ciao.